après avoir écouté les deux présentations qui m'ont précédé, je suis vraiment obligé de faire un disclaimer, comme on dit. C'est-à-dire, je dois m'excuser du détachement que je suis obligé de faire, compte tenu du fait que je n'ai traduit que 3 textes, que 3 œuvres, que 3 bouquins. Les 2 premiers étaient de l'arabe vers le français et le dernier était celui que You a mentionné de l'anglais vers le français. Donc en termes de pratique, je suis je ne fais pas seulement des coups de cœur, j'en fais presque plus, j'en fais plus. Donc ce que j'aimerais faire, c'est peut-être m'aligner, bien que je me détache du point de vue qui a été pris, j'aimerais m'aligner sur celui qu'a pris Michel Hartman, qui est celui de l'activisme. Donc je vais porter finalement une double lentille, la première qui est celui du théoricien que je suis, mais aussi de l'activiste, si vous voulez bien, avec cette présentation. Si traduire une personne devant un tribunal consiste à la mettre devant les conséquences de ses actes et la possibilité d'être comptable en payant de sa liberté en compensation, c'est que cette forme de traduction contient autant de violence que celle qui consiste à traduire un auteur de manière ethnocentrique. Autrement dit, selon les termes du traducteur et ceux de sa culture, à en croire Berman et Venuti. Selon Derrida, et suite en cela à la position de Kant, il n'y a véritablement de droit ou d'application du droit sans force, contenu dans le terme anglais to enforce, qui permet son application. C'est que le droit est violent et autoritaire, en ce qu'il établit ou construit son autorité sans autre légitimité que lui-même. Les fondements du droit sont en quelque sorte infondés, d'où le sous-titre du texte de Derrida, le fondement mystique de l'autorité. Une expression qu'il reprend à Pascal, qu'il a lui-même reprise de Montaigne. De fait, la traduction symbolise elle-même la violence juridique qu'elle subit sous l'autorité, voire de l'octorialité de l'auteur. L'auteur qui, comme vous le savez, est par éditeur interposé, a quasiment droit de vie ou de mort sur la traduction, puisqu'il peut décider de la faire retirer du marché à n'importe quel moment. Sans parler de l'autorité de la doxa littéraire, parfois qualifiée de romantique, qui a intronisé l'auteur en lieu et place du dieu dont Nietzsche avait déclaré la mort, et par là même voué la traduction à demeurer cette captive de guerre à qui on rase les cheveux et taille les ongles, selon le mot de Thomas Drant, traducteur anglais du XVIe siècle, d'Horace. Si bien que les métaphores de la traduction qui ont eu le plus de succès dans la littérature ne sont autres que celles qui la personnifient sous des traits féminins, autrement dit, et selon l'intention de ceux qui les avaient propagées, la place dans un statut secondaire et dérivé, pour reprendre le terme juridique consacré dans le droit d'auteur. Or, même si la traduction qui occupe le colloque d'aujourd'hui revêt des aspects qui semblent positifs et salutaires, il n'en reste pas moins que son ambiguïté légendaire, pour ne se rappeler que de la Malinche, demeure l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. En effet, la traduction est ambiguë parce qu'elle donne l'illusion de l'originalité, si pour autant elle existe. Parce qu'elle est en mesure de s'associer tout autant au ravage du colonisateur qu'au projet de renaissance du colonisé. Parce qu'elle peut être au service de l'auteur, comme elle peut l'être du lecteur. Parce qu'elle est capable d'être d'une beauté hypnotique, comme elle peut se vautrer dans la laideur d'une langue boiteuse et dénuée de la moindre vitalité, parce qu'elle est tantôt le lieu privilégié de l'hospitalité et tantôt le tombeau inexorable de l'altérité. Bref, la traduction est aussi polymorphe que protée. Mais alors, comment donc lui faire confiance à la traduction? Comment peut-on s'abandonner au fameux salto mortale de l'exercice improbable du traduire, alors qu'on ne sait pas dans lequel des versants de l'ambiguïté on va tomber?
Comment s'aventurer dans la traduction sans prendre le risque de commettre une injustice? D'aucuns évoqueront l'injustice à l'égard de l'auteur de l'original et d'autres celle commise à l'endroit de l'auteur, du lecteur. Traduttore, traditore, on est bien d'accord. Mais d'autres pourraient également évoquer l'injustice de ne pas traduire. C'est à celle-ci surtout que je m'intéresse aujourd'hui. Plus qu'aucune autre injustice, celle de ne pas donner de voix à l'autre me semble des plus profondes. La subalternité des minorités au Québec est d'abord et avant tout dans leur voix, ou plutôt dans leur mutisme. Le fait de traduire la littérature arabe pour traduire la diversité du monde arabe, ou d'arabiser la littérature québécoise s'il en est, constitue des activités nobles dont on peut saluer l'initiative. Cependant, compte tenu des défis sociaux qui grèvent la société québécoise, ces activités, tout aussi défendables les unes que les autres, demeurent à mes yeux quelque peu élitistes et peu représentatives des besoins vitaux pour développer un véritable sentiment d'appartenance auprès des immigrants et de tous ceux qui se sentent encore étrangers, bien que citoyens, depuis un certain temps déjà. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, comme on dit, mais prenez ces questions comme des questionnements, peut-être des mises en question, mais surtout des questionnements. Pourquoi traduire la langue arabe si ce n'est pour cette portion congrue d'un public friand d'exotisme ou assez curieux pour s'abreuver à la source d'une civilisation dont le passé glorieux mérite d'être gardé là où il est? Et le présent suffisamment meurtri pour n'en comprendre qu'une certaine version de ses souffrances. Pourquoi traduire vers la langue arabe lorsqu'à peine 4 à 5% de la population d'origine arabe accède à l'enseignement de cette langue dans les écoles privées, souvent confessionnelles, et que le français ou l'anglais deviendra pour la plus grande majorité, et par la force du temps, la seule langue dominante des nouvelles générations aux côtés de l'autre langue officielle du Canada? Pur fatalisme ou excès de réalisme? Les paris sont ouverts. Traduire l'autre, c'est lui faire justice, mais on s'attend toujours à ce que l'autre nous traduise. Ce serait là l'apanage d'être l'objet de la plupart des conversations, plutôt que son sujet ou son initiateur. Peut-être qu'avant de jeter la pierre à l'autre, c'est au soi qu'il faut revenir et de se poser sur lui et de poser sur lui le fardeau de la première responsabilité de traduire. La justice qui consiste à se traduire pour l'autre, à mon sens, est une entreprise qui peut inclure la traduction des textes de langue arabe, mais qui ne peut en aucun cas s'y limiter. Se traduire, c'est véritablement se donner à voir et à comprendre, pas seulement par l'art et la culture, mais par la pensée, l'engagement citoyen, voire politique, par la science, par l'invention et l'intervention intempestive qui devient capable de porter l'écran de sa représentation dans des termes suffisamment pédagogiques et vulgarisés pour enfin être accessible. On peut appeler ce type de traduction intégration, si l'on veut. Mais le terme d'intégration est devenu quelque peu chargé, voire piégé. Certains le confondent avec assimilation, si bien que le fait de faire corps avec le nouvel environnement implique forcément la fusion et bientôt une forme d'invisibilité. Or, pour reprendre une image chère à Alexinous, la traduction d'une diversité de légumes en un minestrone ne peut advenir que si les ingrédients demeurent reconnaissables, loin de toute forme de potage qui ne ferait que les homogénéiser, les dissoudre et à terme les effacer. Se traduire, disais-je, c'est à la fois se faire justice à soi-même et rendre justice à l'autre. On se fait justice en s'offrant à l'autre et en se mettant à sa portée dans un idiome et une logique qu'il peut comprendre. Se traduire à l'autre n'est plus une question de combler une différence linguistique dans un Québec où domine la langue officielle qu'est le français. Il s'agit bien plutôt de jeter les ponts
entre des cadres de référence ou des visions du monde disparates, mais pas forcément incompatibles. C'est que l'horizon du traduire est bien plus vaste, nous avait appris Ricoeur. Ce sont des ethos et des mémoires qu'il faut traduire, et pas seulement des langues et des cultures. Les objets de ce type de traduction sont d'autant plus précieux et complexes que la traduction qui vaille est nécessairement réciproque, bidirectionnelle. Sinon, la traduction justice se transforme en son contraire. Elle devient traduction appropriation, une sorte de traduction coloniale. Cela dit, dès lors qu'on a établi l'impératif de se traduire à l'autre, on peut se demander pourquoi devrait-on en revanche traduire l'autre, puisqu'on ne fait en réalité que le traduire presque tout le temps en étant des immigrants au Québec. Que ce soit par la langue ou la culture ambiante à laquelle on est obligé de s'adapter, par l'existence d'un droit auquel on peut recourir enfin, par le système politique présenté comme démocratique et en cela ne ressemble à rien à notre réalité passée, par l'administration qui ne peut faire autrement que de nous traiter en citoyens. Tout nous invite à traduire ces occurrences du quotidien de l'autre et à les intégrer dans notre vie comme autant de nouveaux mots ajoutés à notre glossaire existentiel. Or, la traduction de l'autre a cela d'important qu'elle suppose une réciprocité. C'est que si je traduis l'autre et que je fais l'effort de me traduire à lui, il y a des chances que celui-ci en fasse autant de son côté. Mais au-delà du bénéfice escompté, ou calculé, pour utiliser le terme de Derrida dans Force de loi, il faut se rappeler que c'est le non calculé de l'œuvre, de justice qui doit primer. Si traduire, c'est relier le soi et l'autre, alors, dans les mots de Lévinas, cette relation avec autrui, c'est-à-dire la justice, je cite, n'est autre que traduire. Et la boucle est bouclée. Je poursuis ma réflexion par une autre question tout aussi traductive qui met cependant aux prises un soi avec une altérité pas moins étrangère que les ethnicités ou les cultures des immigrants. Une question à laquelle sont d'ailleurs confrontées la plupart des sociétés sécularisées, de ce qu'on appelle l'Occident, plus généralement. L'autre qui nous interpelle ici, c'est la religion. En effet, peut-on traduire la religion dans les sociétés sécularisées? Y a-t-il encore une place dans le dispositif culturel et mental de nos sociétés pour une entité qui ne fonctionne pas selon la logique de la rationalité sécularisée, ou séculière, pardon, héritée des Lumières, mais bien plutôt sous les espèces d'une logique que d'aucuns qualifient de prémoderne? Dans le prolongement de la tradition kantienne, Habermas et ses héritiers en philosophie politique ont proposé de passer d'un régime de société séculière, autrement dit d'exclusion mutuelle entre religion et raison publique, à celui des sociétés post-séculières, c'est-à-dire de reconnaissance mutuelle entre religion et raison publique. Dans les mots d'Habermas, je cite, « Les sociétés post-séculières imposent de reconnaître que la modernisation de la conscience publique englobe et transforme de manière réflexive dans des phases successives les mentalités tant religieuses que profanes. Ainsi, la transformation réflexive dont parle Habermas consiste à passer de la privatisation de la religion à sa publicité, c'est-à-dire à son intégration participante dans le discours constitutif de la sphère publique. Or, cette participation ne peut s'accomplir sans s'arrêter sur la dite transformation réflexive. Cette dernière consiste à traduire les raisons religieuses et profanes d'abord de manière récursive et délibérative, puis selon une approche autocritique et faillibiliste. La traduction, ainsi comprise, permet d'accueillir dans un même espace agnostique des positions fidéistes et athéistes, dans le but de médiatiser leur intercompréhension et ainsi de se reconnaître comme également à même de contribuer à élaborer une norme commune. La traduction devient donc citoyenne parce qu'elle exige l'égalité de droit absolu des deux parties engagées dans le processus. Cela dit, contrairement à ce qu'on trouve dans la traduction linguistique et postcoloniale de surcroît, cette forme de traduction n'est pas unidirectionnelle, appropriative ou hégémonique, mais partagée au sens de Ricoeur, c'est-à-dire bidirectionnelle et égalitaire. Mieux,
La traduction sociale est non seulement à double sens, c'est-à-dire récursive et dialectique, mais elle est également interdiscursive, c'est-à-dire entre l'argumentation rationnelle et la narration individuelle et expérientielle, et interlogique d'autre part, c'est-à-dire entre rationalité immanente, pratique et rationalité religieuse, fidéiste. Ainsi, la justice traductive de cette réponse à la question de l'altérité de la religion dans les sociétés post-séculières tient dans l'exigence d'effabilité qui oblige la rationalité politico-juridique et la conviction religieuse à se faire violence pour créer au sein d'elles-mêmes des espaces de compréhension et de réception universelle. On voit ici en quoi l'hospitalité langagière de Ricoeur, telle que reprise de Berman, fait écho à celle interdiscursive qui met aux prises des visions du monde et des grammaires de l'intelligence, pour citer Jean-Marc Ferry, diamétralement divergentes. Pour illustrer mon propos que je conçois par trop théorique, et je vous demande de m'en excuser, je m'arrête sur un cas notoire d'absence de traduction et par conséquent de justice que le Québec a récemment connu. Et Michel Hartmann l'a évoqué. Il s'agit de la fameuse loi 62 promulguée vers le milieu du mois d'octobre dernier et intitulée « La loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes ». C'était le titre. Outre l'absurdité de l'interdiction de porter le niqab et la burqa dans les bus municipaux, la difficulté d'appliquer la dite loi et l'incompatibilité probable de celle-ci avec les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés, je n'ai personnellement pas de grandes objections sur le principe de cette loi, puisqu'on invoque les principes de communication, d'identification et de sécurité, somme toute légitimes. En revanche, il me semble que le problème majeur de cette loi tient dans l'absence totale de traduction des expériences narratives des personnes concernées par l'interdit dans le discours argumentatif, juridique, politique et médiatique de la sphère publique. Aussi, même si on prétend ne pas viser une communauté religieuse en particulier, en interdisant toute forme de masque ou de cagoule, il reste que le titre souligne la neutralité religieuse de l'État et indique, de fait, la cible spécifiquement religieuse de cette loi. Par ailleurs, et c'est peut-être là l'aspect le plus important, ce n'est pas tant le contenu de la loi qui nous concerne au point de vue traductif, mais le processus même qui montre une absence notoire de traduction et par là de justice, puisqu'à aucun moment les personnes les plus touchées par ces mesures juridiques n'ont été conviées à prendre la parole, à être écoutées, autrement dit d'être traduites dans l'idiome argumentatif de la sphère publique. J'ajouterai enfin que l'une des conséquences de cette non-traduction est celle pure et simple de l'exclusion d'une forme de religiosité hors de la sphère publique, de sa condamnation au silence, ce qui équivaut pour les citoyennes concernées littéralement à une déchéance de la nationalité. C'est mon épilogue, je termine. Si je n'ai pas parlé de l'arabe, et vous l'avez peut-être constaté dans le titre, l'arabe c'est avec un A majuscule, donc je fais référence aux personnes et non pas à la langue. Si je n'ai pas parlé de l'arabe avec un A majuscule, comme le titre de mon intervention l'indique, mais plutôt de l'autre plus généralement, c'est qu'il était primordial pour moi de ne pas représenter la personne arabe à travers un discours trop particulariste, qui donnerait l'impression que le problème de traduction lui serait spécifique, alors qu'il concerne une part grandissante de la société que des Gérard Bouchard aiment bien à désigner par l'expression très postcoloniale de minorité interculturelle, ethno-culturelle, pardon. Si on traduit l'arabe dans le sens que j'ai développé plus haut, alors on est en proie à des formes essentialisantes de cette appartenance, même imaginée. On aurait pu penser à l'arabité d'un Salah Stétier ou encore à l'arabitude d'un Joseph Nachley.
Mais à quoi sert-il de s'enfermer dans ces catégories a priori si l'hybridité arabo-québécoise se met en branle dès le premier jour de notre arrivée? Comme beaucoup de la seconde génération née dans un pays occidental, je suis quelque peu moins sensible aux problèmes d'adaptation et de discrimination que peut vivre de manière plus aiguë la génération de mes parents. C'est pourquoi l'articulation d'un discours décomplexé et rétif à tout relent victimaire me semblait le plus adéquat. Même si l'effacement de l'arabité de mon propos peut donner l'impression qu'il s'agissait là d'une tentative d'oblitérer la spécificité arabe, je n'avais en réalité d'autre objectif que celui de l'inclure et de l'embrasser dans la catégorie plus large d'une sorte d'altérité diasporique qui partage nombre de situations d'intraduction qu'il était nécessaire de souligner. Car en ces temps de surmédiatisation et de journalisme parfois sensationnaliste à l'excès, se traduire et traduire l'autre, c'est littéralement faire acte de justice. Autrement que la traduction-transaction du négoce des significations et du profit, la traduction qui nous occupe ici obéit à la logique du don. L'important est de faire sa part de traduction, son devoir traduire. Le reste n'est que littérature, comme disait Verlaine. Merci.